Vous arrive-t-il parfois de vous sentir submergé par vos émotions? Vous a-t-on déjà dit que vous étiez souvent à fleur de peau ou encore trop empathique? Derrière ces questions s'en cache peut-être une autre, plus fondamentale. Suis-je hypersensible? C'est justement le titre de l'ouvrage de Fabrice Midal. Notre invité ce matin dans cette émission, philosophe, auteur de nombreux livres à succès, qui viendra répondre à toutes ces questions. Nous allons vous donner des conseils pour détecter les signes d'hypersensibilité et mieux comprendre vos proches, vos amis ou encore vos enfants. Mais aussi vous donner des clés pour exploiter ce potentiel formidable afin de vous épanouir pleinement. Bienvenue dans le MAG qui fait du bien. Fabrice Midal, bienvenue. Nous sommes enchantés de vous recevoir. Vous êtes auteur de nombreux livres à succès, dont ce best-seller traduit dans le monde entier. Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Voilà, c'est acté pour commencer l'émission déjà. Vous êtes également l'un des principaux enseignants en méditation en France, aussi expert, spécialiste des violences du quotidien. Mais si vous êtes là aujourd'hui avec nous sur le plateau, c'est parce que vous êtes hypersensible et pas n'importe lequel. C'est vrai. Vous êtes un expert en hypersensibilité. Merci d'être avec nous. J'ai adoré votre livre. Si vous saviez, on va en parler dans quelques instants, mais je trouve que c'est presque une invitation au mieux vivre ensemble. Vraiment. C'est formidable. J'ai reconnu plein de gens, dont vous. François Pomès. Commencez mais moi je suis sûre que vous êtes un hypersensible caché. Peut-être, qui s'ignore. D'ailleurs, comme votre père scientifique l'était, Einstein. Est-ce que vous le saviez? Non. Et ben voilà, je vous ai appris quelque chose, je suis très heureuse. Je commence bien l'émission. Alors on passe à l'invité qui fait du bien. Alors aujourd'hui, on va explorer l'hypersensibilité, mais avant de vous écouter avec impatience, François aussi, parce que c'est vrai, et il faut quand même que je le rappelle, vous avez mené une enquête très sérieuse, vous vous êtes rapproché des scientifiques, des physiciens, des neurologues, pour vraiment comprendre ce qui se passait et ne plus être jugé peut-être trop facilement aussi, peut-être trop fragile, trop sensible, en fait ce trop plein tout le temps d'émotions. Mais avant cela, avant de vous écouter avec impatience, François aussi, il y a le point science sur l'hypersensibilité aujourd'hui. Que dit la science au sujet de l'hypersensibilité? Oui. C'est très compliqué de répondre parce qu'il n'y a pas un profil homogène d'hypersensible. Donc il n'y a pas une étude sur les hypersensibles à proprement parler. En revanche, il y a tout un corpus d'études et notamment sur ce qu'on appelle les neurones miroirs. Est-ce que vous savez que nous disposons de neurones miroirs, Karine? Je connaissais les heures miroirs. Mais pas les neurones. Sur les neurones miroirs découvertes à Milan. Ah bah oui, alors c'est un concept qui passionne les neurosciences depuis une vingtaine d'années. Il manque encore beaucoup d'études sur ces neurones miroirs, mais pour comprendre le concept, c'est relativement simple. Ce sont des neurones qui s'activent lorsque vous faites quelque chose ou lorsque vous voyez quelqu'un faire quelque chose. Par exemple, vous avez un ami qui rit face à vous ou qui pleure face à vous, eh bien ces neurones miroirs chez vous vont détecter les distorsions du visage et provoquer peut-être le même type de sentiment en vous. Et Elaine Aron, qui est une psychologue américaine qui a étudié assez longtemps l'hypersensibilité, a publié des études pour montrer que chez certains hypersensibles, il y avait une concentration en neurones miroirs un peu plus importante. Alors, on manque encore d'études scientifiques sur la question. Ça, c'est pour la partie innée de l'hypersensibilité. Mais aussi une partie acquise, parce que l'année dernière, des neuroscientifiques ont découvert que nos émotions, et notamment celles liées à une sensibilité accrue, étaient acquises par la culture, et la culture au sens philosophique. Et donc, on aurait là, en fait, deux explications, en partie, de l'hypersensibilité. D'un côté, la génétique, avec peut-être ces neurones miroirs qui seraient plus actifs, et de l'autre côté, la culture, avec un apprentissage de sensibilité accrue sur certaines choses. Et ça, c'est plutôt très intéressant. Alors, je parlais d'Elaine Aron. Pourquoi ? Vous n'allez pas aimer cette partie, je sais que vous n'êtes pas friand des tests, mais Elaine Aron a publié toute une batterie de tests pour essayer de détecter l'hypersensibilité chez des individus. Alors moi, je me suis amusé, j'ai prélevé quelques questions et j'ai envie de vous les poser à vous et vous autour du plateau parce que finalement, ça peut aider. Vous venez de déclarer que j'étais peut-être un hypersensible qui s'ignore. Alors justement, vous vous êtes posé des questions je me suis moi-même posé les questions et j'ai répondu. Et alors je suis un peu hypersensible. Ah, vous voyez, Oui, je le savais. Karine a raison, mais elle me connaît par cœur depuis 20 ans, donc voilà. J'étais sûr. Donc, le test est assez simple. Il y a 4-5 questions. Vous allez répondre oui si elle vous correspond assez bien, la phrase que je vais vous dire, et non si elle ne vous correspond pas trop. Pas du tout. Pas du tout. Et répondez pas trop. aussi, parce que vous savez que vous êtes hypersensible. Par exemple, je perds les pédales lorsqu'on essaie de me faire trop de choses à la fois.
Ça, j'aime pas. Vous avez raison, je n'aime pas la question. Voilà. Moi, je l'aime bien parce que moi, je suis j'étais dans cette catégorie. Si on me disait, faut faire ci, ça, ça, au bout d'un moment, on ne sait pas par quel bout commencer. Il y a des personnes qui vont foncer et qui vont faire tout ça très bien. Il y en a d'autres, peut-être celles qui sont un peu plus sensibles que les autres, qui vont se dire, waouh, je ne sais plus par où commencer et je m'effondre. Deuxième question, par exemple. Donc moi, en fait, ça vous intéresse pas de savoir. Moi, je ne me répondrai dire- pas, continuez. Vous allez répondre à la deuxième question. Je suis facilement terrassé par des lumières violentes, des odeurs fortes. Ah oui, moi, Ce qui oui. me gêne dans les questions, c'est que c'est Dites-moi. négatif. C'est trop négatif. Moi, je propose Ouais. d'autres questions. Est-ce que ça vous arrive de sensiblement être très touché par des sons, d'être touché Ah, par c'est des beau. lumières? Je trouve que c'est mieux. Ce qui me gêne dans cette question-là, c'est que ça pathologise l'hypersensibilité. Qui n'est pas de moi, c'est Hélène Je sais, Aron. Mais je suis en très profond désaccord parce que tout de suite, on a l'impression qu'on a un problème. Alors, au fond, est-ce que le fait que vous êtes très sensible à la lumière, ouais, c'est beaucoup plus Mais est-ce ouvert. que le fait C'est que je vrai, il sois... a raison, il Tout a à fait. raison, Vous avez pour le tout à fait raison, mais est-ce que le fait que je sois très sensible aux odeurs, aux sons, mais de façon positive, fait de moi Bien sûr. un non hypersensible ou un hypersensible? Et là, qui on fait- est, on est d'accord, mais là où Non, il a ce qui raison, fait c'est que... voilà, ce qui fait l'hypersensibilité, c'est qu'au niveau sensible, après au niveau émotionnel, puis au niveau empathique, puis au niveau cognitif, il y a une intensité. Mais ce qui est absolument crucial, et ça je le dis parce que je sais ce qui se passe dans la tête de beaucoup de gens, c'est d'arriver à dépathologiser et à désangoisser les gens qui ont ça. Parce C'est que pour ça. l'instant, il y a encore beaucoup trop le discours, vous êtes hypersensible, vous êtes une pauvre petite chose, vous êtes fragile. Il faut sortir Ou de écorché ça. vif. Oui, c'est une manière naturelle d'être. C'est absolument. Il y a des gens qui sont hypersensibles, comme il y a des gens qui sont hyper sympas, comme il y a des gens qui sont hyper lourds. Et voilà. Et vous êtes hyper lourd. Et donc, vous n'allez pas aimer la dernière question. Par exemple, je fais en sorte d'éviter les films ou les émissions qui contiennent des scènes violentes. Et c'est pas vrai parce qu'il y a plein de Ouais. modalités différentes d'hypersensibilité. Je vais Donc, il y a écrire à des gens- Hélène Aron pour lui dire Il y a de des regarder gens- l'émission. Non, Il y mais a c'est des gens- intéressant, du coup, le Il y a débat. des gens qui sont hypersensibles, mais dans le cadre protégé d'un film, peuvent ne pas être gênés par certaines émotions. Donc c'est Rassurez-moi, différent. vous êtes d'accord avec le neurone miroir? Ah, absolument. Formidable, merci, Merci, c'est ce que je voulais François. entendre. Alors justement, vous qui avez fait ces recherches, où vous êtes rapproché de scientifiques, de chercheurs, est-ce que vous voulez appuyer, compléter sur la partie scientifique Oui. l'exposé de François? Je pense que ce qui est dit sur les neurones miroirs, c'est très intéressant parce qu'on voit au fond, c'est quand même extraordinaire que quelqu'un puisse être en miroir de quelqu'un d'autre. Donc on voit bien que c'est quelque chose de naturel. Mais peut-être on pourrait dire, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité? Donc au niveau des sensations, est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent? Par exemple, moi, quand j'étais enfant, je ne supportais pas de dormir avec des chaussettes. Je ne supportais pas de mettre des cagoules en laine. Est-ce que les étiquettes, ça vous Moi, gratte c'était le col intensément? roulé, hein, je ne pouvais pas. Voilà, ça, c'est des signes d'hypersensibilité parce qu'objectivement, c'est pas si grave, mais vous le sentez fortement. Est-ce qu'au niveau émotionnel, quand quelqu'un vous allumez la télévision et peut-être sans raison, vous explosez en sanglots? Est-ce qu'au niveau empathique, quand vous entrez dans une pièce, vous sentez bien ce que la personne d'autre sent? Est-ce qu'au niveau social, vous avez le sentiment du coup d'être parfois en décalage et d'avoir vous aimez pas trop les bavardages, les discussions où on parle pour rien dire, vous aimez quand c'est vrai, vous aimez quand c'est sincère. Et donc cette nécessité de sincérité vous a parfois joué des tours, vous êtes parfois vu comme un peu étrange par rapport aux autres et vous avez pu vous sentir pas autorisé à être comme vous étiez et ça a pu créer le sentiment de mettre une carapace pour vous cacher. Et est-ce qu'au niveau cognitif, votre esprit, au lieu d'être parfaitement logique, ça va un peu dans tous les sens. Et donc vous arrivez bien à penser, mais c'est plus par fulgurance ou de manière par arborescence que A, puis B, puis C. Dans tous ces cas-là, donc on a une sorte d'intensité d'information. C'est comme le mot de l'hypersensible, c'est trop. C'est trop. Trop de sens, trop D'ailleurs, de on sons, entend trop souvent, d'émotions. c'est vrai, enfin, vous le dites dans votre livre, c'est intéressant, on dit des hypersensibles depuis l'enfance, mais elle est trop ou il est trop. C'est ça. C'est vrai, ça. C'est que moi, quand j'étais enfant, mes parents me disaient tout le temps, mais tu te crois sur une scène de théâtre? Mais voilà. j'ai un parent qui m'a écrit un très beau message. Il me dit, j'ai dit à mon fils qui a une dizaine d'années, qui fait des caprices, j'ai lu votre livre et je me suis rendu compte que je me trompais, que mon fils n'a pas des caprices, il est juste hypersensible. Alors justement, parce que vous disiez qu'avant de comprendre que vous étiez un hypersensible, vous étiez comme un homard plongé dans l'eau bouillante. Ce sont vos mots et Ouais. c'est assez violent quand même. Hein. Changer de couleur, donc. Voilà. Quelle est votre histoire et quand est-ce que vous avez ressenti les premiers signes de votre hypersensibilité? Alors, aussi longtemps que je m'en souvienne, il y avait ça. Il y avait, je me sentais, il y avait des trucs de sensations qui étaient intenses. Émotionnellement, je pouvais pleurer pour un rien. Empathiquement, je sentais vraiment les choses. J'étais très bon à l'école quand la maîtresse était gentille avec moi.
Si elle ne me parlait pas, je ne travaillais plus. Donc, une année, j'étais premier en histoire. L'année suivante, je pouvais être le dernier de la classe en histoire. Parce que vous travaillez avec le cœur. Voilà. S'il n'y a pas de cœur, si c'était juste formel, impossible de travailler. Les relations avec les gens étaient un peu compliquées. Et puis, j'ai fait des études de philo, mais faire des trucs logiques, j'avais vraiment du mal. Ça a été un peu compliqué. Donc, ce qui a été génial, c'est quand j'ai vu ce neuroscientifique il y a 10 ans qui m'a dit que j'étais hypersensible. Au début, j'ai dit, oulala, j'ai aucune envie d'être enfermé dans une nouvelle case. Mais quand il m'a expliqué, ce qui était génial, c'est de dire, ah, ça y est, je comprends. Le rapport entre j'aime pas mes chaussettes, je pleure devant la télévision, je suis hyper empathique et mon esprit va dans tous les sens. Et d'un seul coup, il y avait une unité. Et l'unité, c'est, on sent plein d'informations et on essaie de les comprendre et de les mettre en ordre. Et d'un seul coup, on comprend le lien entre cognitif, sensible, émotionnel. Et ça, pour moi, ça a été un soulagement profond. Je me suis compris, je ne me comprenais pas, jusqu'à ce que je sois hypersensible. Et je crois que ce sera la même chose pour les téléspectateurs. Quand on ne sait pas qu'on est hypersensible, on se trouve bizarre, on a peur que d'être angoissé, d'être malade. Et quand on découvre qu'on est hypersensible, bah, non. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai un de mes amis qui est très malade en ce moment. Je l'appelle il y a 15 jours et je sens, en l'écoutant, qu'il y a un truc qui ne va pas. Je me lève au milieu de la nuit, impossible de dormir. Avant, je me serais dit, ah là là, pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Fais des efforts pour dormir. Là, je sais qu'il faut écouter. Donc je sens que ça ne va pas, je suis inquiet pour lui. Et le lendemain matin, j'appelle un ami qui est médecin et on se rend compte qu'il faut l'emmener faut l'emmener aux urgences et qu'il y a un problème. Effectivement, sans doute que je lui ai rendu grand service en entendant derrière ce qu'il disait qu'il y avait un problème. Donc mon hypersensibilité me donne de très précieuses informations. Mais avant, je m'en voulais. Tandis que maintenant, j'essaie d'écouter les informations que ça me dit. Excusez-moi. Non, je vous en prie. C'est vrai que vous le dites dans votre livre, c'est que finalement aussi, les hypersensibles sont de grands intuitifs qui ont une intuition beaucoup plus développée que la normale. Comme vous aussi, François. Ils ont développé, vous dites, des antennes qui pourraient leur permettre de capter des informations subtiles. Développer ce passage. Alors c'est d'autant plus intéressant aussi d'un point de vue des neurosciences, c'est-à-dire que le cerveau de l'hypersensible perçoit plein de choses. Et le cerveau de la personne qui n'est pas hypersensible, c'est comme si elle avait un filtre qui lui permet d'éviter de sentir autant de choses. Et donc en fait, c'est très intéressant. L'hypersensible n'est pas anormal ou bizarre. Il a juste le filtre qui est moins fort. Donc par exemple, si on est concentré, le cerveau de quelqu'un qui n'est pas hypersensible va se concentrer sur ce que vous dites. L'hypersensible, il va entendre les choses à côté, il va être dérangé par ça. Il va se demander qu'est-ce qu'il sait, il va sentir, ah là, il y a un truc qui ne va pas, je sens qu'elle n'est peut-être pas contente de ce que je dis. Et donc le filtre ne fonctionne pas, donc vous avez beaucoup d'informations. Donc vous avez besoin de mettre de l'ordre dans toutes ces informations. Voilà un peu le fonctionnement singulier de l'hypersensible. Alors, entreprendre de vous lire, et je le disais, c'est aussi mieux comprendre son entourage. Et je me suis rendu compte que j'ai reconnu des personnes de ma famille, voilà, de mes amis, de personnes au travail aussi. Et je trouve ça super. Alors, vous donnez beaucoup d'exemples très concrets. Par exemple, et c'est là où on se rend compte que parfois on porte une intention. Et qu'on juge trop facilement notre entourage. Ça m'a rappelé la Cortoltec d'ailleurs. Ne portez pas une attention trop facilement à votre entourage. Et vous donnez l'exemple d'un hypersensible qui part en vacances dans un groupe. C'est vrai que de l'extérieur, on peut le juger trop facilement étant peut-être insociable ou encore qui manque d'éducation, mais pas du tout. Ouais, ou rabat-joie, parce que par exemple, un hypersensible en vacances, il aura peut-être envie à un moment de dire « moi, je n'ai pas envie de faire la promenade avec vous, je veux rester à bouquiner ». Alors on va dire « il est vraiment pas sympa oui. ». Mais s'il comprend qu'il est hypersensible, qu'il dise… Vous êtes comme ça? Non, pas du tout. Mais si on est hypersensible, moi qui le suis maintenant, j'explique aux gens c'est formidable la promenade, je suis très content d'être avec vous, mais voilà, moi j'ai besoin d'avoir un moment de plus de silence, parce que ça me permet de me ressourcer. Donc on peut expliquer les choses, vous avez raison. Et vous dites quelque chose quand même que vous soulignez de très intéressant, c'est que finalement vous donnez des clés. La clé, c'est de dialoguer aussi. C'est-à-dire que, comme vous le dites très bien, c'est que vous avez fait l'effort de dire, voilà, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de votre faute, j'ai besoin finalement de buller. C'est clair. C'est ce qu'on fera tout à l'heure. Et peut-être la clé principale, c'est de savoir qu'on est hypersensible, ça change absolument tout. Parce qu'au lieu de vous inquiéter, vous reconnaissez ce qu'il y a. Donc ça, c'est très très important de comprendre comment on fonctionne. Du coup, on se sent beaucoup moins mal. On dit, ah mais voilà, je comprends mieux. Et ça, c'est vraiment ça, c'est un point très très libérateur. Alors, quel conseil pourriez-vous donner justement à l'entourage d'un hypersensible pour un mieux vivre ensemble? Alors, ça dépend à quel âge. Pour les parents qui ont un enfant hypersensible, ce qui est très important, et là, il y a aussi beaucoup d'études qui ont été faites, un enfant hypersensible a besoin de plus de cadres rassurants, d'empathie. Et un enfant hypersensible
va pouvoir ressentir les choses avec beaucoup d'intensité, être perdu. On va croire qu'il fait des caprices ou qu'il exagère. On dit souvent aux hypersensibles qu'ils exagèrent. Moi, il y a un poète qui dit je n'exagère rien, je minimise tout. Je trouve que c'est la phrase des hypersensibles. Parce que les gens trouvent souvent que j'exagère, mais s'ils savaient ce que je ressens, ils verraient à quel point je minimise par rapport à l'intensité de ce que je ressens. Donc, l'enfant hypersensible a besoin à la fois qu'on lui explique ce qu'il est, mais aussi il a besoin de beaucoup d'affection. Il y a un scientifique qui compare les enfants hypersensibles aux enfants qui sont comme des orchidées par rapport aux pissenlits. Les pissenlits poussent partout, tandis que les orchidées, ils ont besoin de beaucoup plus de soins pour croître. Mais les deux fleurs sont aussi belles et peuvent croître toutes les deux. Donc un enfant hypersensible, il faut lui expliquer... Plus d'amour, il faut lui donner plus d'amour. Oui, il en a jamais assez. Il n'en a jamais assez. Et il faut accepter que ce n'est pas un problème. Il a besoin de ça. Et on sait aujourd'hui qu'un enfant hypersensible, s'il est dans un environnement sécurisé, son hypersensibilité va devenir une force. Et ça va être beaucoup plus... il va devenir beaucoup plus résistant, mais voilà, il a besoin de cet environnement. Je dis tout de suite pour les adultes qui nous écoutent et qui se disent « mince, moi j'ai pas du tout eu ça quand j'étais enfant », on peut se l'accorder quand on est adulte. Et on peut apprendre. Moi j'ai eu des parents qui comprenaient absolument pas qui j'étais. Du reste, l'hypersensibilité permet aussi de faire la paix avec ses parents. Parce que moi, mes parents, je leur en voulais beaucoup d'avoir dit toute mon enfance « tu le crois sur une scène de théâtre » et de pas du tout m'avoir compris. Puis quand j'ai compris que j'étais hypersensible, je me suis dit « mais mes parents, ils pouvaient pas savoir ». À l'époque, on ne connaissait pas du tout l'hypersensibilité. Donc, ils ont bien fait. Ils ont fait comme ils pouvaient, disons. Donc, du coup, en comprenant l'hypersensibilité, je me suis dit, bah oui, j'ai aucune raison de leur en vouloir, de ne pas avoir compris la singularité qui était un peu étrange par rapport à moi. Donc, ça permet aussi de faire la paix avec ses parents. Et justement, par rapport aux parents, puisqu'on est sur ce sujet, et puis on reviendra justement sur l'entourage, et finalement, comment se comporter pour un mieux vivre ensemble, tous ensemble. Il y a le couple aussi. Mais et bien sûr, vous inquiétez pas, j'ai lu votre livre, on va venir au fur et à mesure. Mais avant cela, quels sont les conseils que vous donneriez justement aux parents? Parce que ils peuvent le détecter petit, ce genre de l'hypersensibilité chez un enfant, ça se remarque? Il y a eu des études qui montrent il y a même des études qui arrivent à voir l'hypersensibilité chez les nouveau-nés. Il y a une sorte d'hypersensibilité. Oui, je pense que il y a une étrangeté. Par exemple, allez, très pratique. J'ai un enfant, c'était à quel âge? C'était 3 ans, 4 ans? Vous verrez, sensiblement. Aujourd'hui, en plus, c'est intéressant de l'hypersensibilité. Donc, sensiblement, s'il y a des trucs qu'il a vraiment du mal, des vêtements, des odeurs, des températures, si émotionnellement, il y a des hauts et des bas, s'il est extrêmement empathique, si son cerveau va un peu dans tous les sens, il y a de fortes chances qu'il soit hypersensible. Et en plus, ce que j'aime bien avec l'hypersensibilité, c'est que c'est pas une maladie. Il n'y a pas de diagnostic à faire. C'est juste une caractéristique. Oui, c'est pas une pathologie. Donc ça, c'est très libérant. Pour vous, c'est un super pouvoir, mais on y reviendra aussi tout à l'heure. Donc pour l'enfant, si on reconnaît l'enfant, ce qui importe, c'est une fois qu'on le comprend, on lui en veut pas d'être comme il est. Quand on ne comprend pas, on a l'impression qu'il fait exprès. Quand on comprend qu'il ne fait pas exprès. Voilà. Moi, je comprends mes parents. Ils allumaient la télévision, je pleurais en sanglots dès qu'il y avait un mort quelque part. Même devant Casimir? Non, pas devant Casimir. Mais moi, Exa, hein. Mais donc pleuriez? Ah oui, j'avais hyper peur, j'étais derrière le canapé. Mais donc du coup, les parents peuvent avoir l'impression que leurs enfants exagèrent. Puis une fois qu'ils comprennent qu'ils sont hypersensibles, ils disent « Ah, je peux comprendre ». Et donc, ils ont besoin de paroles, d'écoute, d'empathie, de dialogue. Et voilà, et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus simple. Et peut-être aussi aider l'enfant à s'exprimer et à dire ce qu'il ressent, non? Absolument. Parce que c'est vrai que souvent on peut couper cette émotion, alors que peut-être que de l'exprimer naturellement sans culpabiliser. Plutôt que de lui dire t'es une chochotte, parce que c'est ce qu'on entend. Quand j'étais enfant, la maîtresse a appelé mes parents en disant il faut absolument que vous veniez, on a un problème avec votre fils. Mes parents sont venus, elle a dit simple, je demande à votre fils de dessiner un bateau, il dessine un bateau, le port, les poissons, les oiseaux, il n'arrive pas à se concentrer, je pense qu'il a un grand problème. Donc mes parents m'ont emmené chez un médecin. Le médecin leur a dit, alors je bénis ce médecin, il leur a dit, mais pourquoi vous vous inquiétez? Au fond, c'est très bien, l'imagination, il met plein de choses. Vous voyez, ça c'est, voilà le fonctionnement d'un hypersensible. Mais j'ai eu de la chance que le médecin le dise, il a un problème, il a dit, au fond, foutez-lui la paix. Il y a une chose qu'il ne faut surtout pas dire à un hypersensible. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand vous appelez les pompiers ou même les hôpitaux ou SOS médecins, c'est la première chose qu'on vous dit, c'est calmez-vous. Calmez-vous. Et vous dites, mais c'est surtout pas une chose à faire. Alors, c'est pas thérapeutique pour vous de dire ça. Pourtant, j'imagine qu'on leur apprend à dire ça, non? Quand vous dites, alors peut-être en cas d'urgence, on peut dire à quelqu'un, calmez-vous, le temps qu'il respire, mais
le message fondamental qu'on dit aux hypersensibles, c'est calmez-vous. Vous devriez pas, au fond, vous ne devriez pas être hypersensible. Vous ne devriez pas sentir intensément. Mais puisqu'il est comme ça génétiquement, ça n'a aucun sens. Donc plus on dit aux gens calmez-vous, moins ils réussissent à aller bien. Donc moi, je pense on n'est pas en paix en se calmant. On est en paix en faisant la paix avec ce qu'on est. Et ça, c'est vraiment... Je suis content que vous parliez de ça parce que ça me semble le point essentiel. Je crois que quand on est hypersensible, il faut accepter qu'on va avoir des hauts et des bas, que c'est parfois les tempêtes, mais qu'on vit des moments aussi beaucoup plus intenses, beaucoup plus beaux. Et quand on accepte ça, c'est vraiment beaucoup moins difficile. Tandis que si on veut se calmer, on veut se transformer, on veut aller contre sa nature, on veut se forcer à ne pas être, on ne réussit pas. Moi, à un moment dans ma vie, j'ai essayé de faire des exercices pour me calmer. Et je me sentais de plus en plus coupable de ne pas y arriver. Et je me sentais de moins en moins vivant. Parce que c'est quand même ça. L'hypersensible sent intensément, il est parfois submergé, mais il se sent ultra vivant. Les hypersensibles sont des gens hyper vivants. Et donc, c'est quand même aussi merveilleux. Et on le verra d'ailleurs pour l'amoureux hypersensible. Ça fait sourire, hein, c'est un peu magique ce que vous dites. Quel va être le plus grand danger auquel pourrait s'exposer l'hypersensible ? Ne pas se comprendre et donc essayer de s'interdire d'être comme il est, essayer de mettre une carapace et d'être à côté de lui-même, se couper de ce qu'il est et donc avoir le sentiment d'être dans une tension et quelque chose de pas juste par rapport à lui. Ça, c'est une chose. Ne se reconnaissant pas et ne comprenant pas son mode de fonctionnement, il peut aussi devenir la victime de gens qui vont abuser de sa tendresse et de son empathie. Parce que comme il a besoin de ce lien, de cette vérité, il y a des gens qui font semblant. Et quand vous êtes hypersensible et un peu fragile, vous pouvez vous faire avoir parce que vous avez du mal à voir le mal et vous avez une tendance à vouloir donner votre confiance. Donc, je dirais les deux problèmes de l'hypersensible, c'est le manque d'affection pour lui-même, le fait de s'en vouloir, de mettre une carapace, de devenir pas vraiment lui-même et d'être victime de prédateurs. Donc finalement, en fait, et puis de toute façon, il va y avoir la deuxième partie, on va continuer à explorer l'hypersensibilité, mais finalement, lorsqu'on rencontre peut-être un futur chéri, ou alors si on a des nouveaux amis, on devrait carrément offrir ce livre pour qu'ils nous comprennent, parce qu'on est en train de donner notre carte d'identité, sinon, mais vraiment, je me dis que c'est hyper intéressant. Sérieusement. Moi, j'ai des messages. Ça rend service pour soi et pour les autres. Deux messages de parents, de couples qui me disent « Enfin, je comprends mon conjoint que je ne comprenais pas ». Et donc d'un seul coup, vous dites « Ah, mais il n'est pas barré, il n'est pas bizarre, il n'exagère pas, il a juste son mode de fonctionnement qui est singulier ». Parce qu'il y en a beaucoup des hypersensibles, je crois, entre 20 et 30% de la population. C'est tout, je pensais beaucoup plus, moi. Non, mais non, c'est parce qu'on n'est pas si nombreux que la norme... C'est-à-dire, on a été victimes, les hypersensibles ont été victimes de la norme qui les a fait passer pour anormales. C'est ça. Mais peut-être qu'il y en a plus alors. Je pense que 25-30%, non, je pense qu'il y a pas mal d'études de biologie cachées. Non, il y a entre 25 et 30%, c'est quand même, quand même pas mal, déjà 25 à 30% de la population. C'est pas mal. Il en faut plus, parce que finalement, la qualité, c'est l'empathie. Comme vous, François, c'est le moment de buller. Je pourrais dire, vous avez raison, ce qu'on dit de l'hypersensibilité, même les gens qui ne sont pas hypersensibles peuvent apprendre des hypersensibles à avoir davantage confiance dans leurs émotions, dans leur empathie, dans leur sensibilité. Donc les hypersensibles peuvent apprendre à tous. Pour moi, c'est le nouveau monde. Hein. Ça, c'est clair. C'est l'ère de l'amour. Hein. On en parlera tout à l'heure. Allez, on bulle. C'est le moment de buller avec François. François, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un test, je vous rassure Fabrice, mais peut-être, si un test pour les hypersensibles, parce que vous allez peut-être être ému avec cette bulle, je vais vous amener sur Mars. 2020-2021, ce sont les années martiennes. 3 sondes sont parties, la sonde européenne devrait partir aussi en 2022. On va en manger du Mars avec vous. Hein. On va en manger du Mars. Vous avez certainement assisté à l'atterrissage spectaculaire de Persévérance, la sonde américaine, il y a quelques semaines. Mais là, je voulais vous montrer une photo. Parce que c'est la sonde Emirati, des Émirats Arabes Unis, qui nous a posté la première photo de sa sonde Hope. Espoir. Elle est à 25 000 km autour de Mars. Regardez ce qu'elle a photographié. Alors, elle a photographié au petit matin Olympus Mons. On le voit, Olympus Mons, c'est vraiment à la frontière entre le jour et la nuit. C'est le plus haut volcan du système solaire. C'est une des 3 petites taches, celle du bas. Il fait 21 km de haut. Et cette photo, pourquoi je vous la montre ? Parce qu'elle est hautement symbolique. D'abord, elle est belle, c'est Mars, ça fait du bien. C'est la première photo de la première sonde arabe de l'histoire. C'est la première fois qu'un pays arabe va sur Mars et poste cette première photo. Et je trouvais ça beau. J'avais envie de le partager avec vous. Merci, vous avez bien fait. Et vous avez aussi un coup de cœur.
Ah oui, un petit coup de cœur. Alors là, ça va tout à fait dans le thème de l'hypersensibilité. C'est notre amie Aurore Monard qu'on aime embrasse, bien, qu'on bien embrasse, sûr. qui a publié un livre, tout est dans le titre, hein, Travailler autrement avec l'hypersensibilité. On va voir la couverture. Bah, c'est simple, là, ça donne des clés pour se sentir mieux. Si on se sent hypersensible ou si on est carrément hypersensible au travail, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais avec ce livre, ben, vous aurez toutes les clés pour peut-être apprendre à dompter et faire de C'est l'hypersensibilité. ça, avec des témoignages, etc. Une C'est vrai, qualité. c'est sympa. Merci Voilà. beaucoup, François. Eh bien, nous, vous restez avec nous, Fabrice Midal. On se retrouve juste après une petite pause. On va continuer à explorer ce potentiel incroyable que représente l'hypersensibilité. Peut-être que cette ressource se cache au fond de vous ou autour de vous. Un conjoint, un ami, un collègue que vous ne comprenez pas toujours et qui ne sait pas encore puiser dans ce réservoir d'émotions pour en faire une véritable force de vie. Vous allez pouvoir l'aider. Alors, restez avec nous. C'est juste après une petite pause. Suis-je hypersensible? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui dans cette émission. Avez-vous déjà eu le sentiment que vos émotions vous submergeaient? Vous qualifie-t-on parfois d'écorché vif, d'être trop à fleur de peau ou trop empathique? Alors vous êtes peut-être un hypersensible et selon Fabrice Midal, eh bien c'est merveilleux. Vous êtes des super-héros, on va voir ça dans quelques instants. Encore faut-il passer par un véritable travail intérieur pour faire de sa sensibilité un véritable atout. Et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Mais avant cela, vous prenez un papier, un stylo, comme d'habitude. C'est notre petit moment, c'est le test de personnalité. Et c'est François qui s'y colle. Alors aujourd'hui, où nous emmenez-vous? Mais j'ai peur, je tremble, parce que rien qu'à l'idée de vous présenter un test, Fabrice, je pense que je vais prendre une volée de bois vert. Mais celui-ci est récréatif. Mais parfumé aux orchidées. Oh, s'il vous plaît. Alors, il est récréatif, on s'amuse, c'est un test introspectif, projectif. Alors, il est récréatif, mais je l'ai testé dans mon entourage. Il fonctionne assez bien, c'est le test des formes géométriques. Je vais vous présenter des formes. Pour chaque forme, vous allez associer un nom, un objet, quelque chose, une chose, D'accord. et un adjectif. Par exemple, si je vous montre un trait, vous allez peut-être me dire serpent méchant D'accord. ou serpent gentil. Ok. Bon, et là, je vais vous montrer 6 formes. Est-ce qu'on peut les avoir à l'écran? Parce que c'est autour de ces 6 formes que nous allons travailler. Et c'est ces 6 formes que vous allez c'est décrire. bien, vous avez fait Alors, carrément le petit dessin et tout. On va commencer par le rond. À quoi vous fait-il penser et quel adjectif pour le décrire? Alors, vous Plein. Alors, Je dirais plein, plénitude. plein, complet. c'est la plénitude, ok. Et Il faut dire soleil. c'est un soleil. incroyable, j'allais dire la même chose. D'accord. J'allais dire, On est sur la même, on est sur la ouais. même longueur d'onde. Soleil radieux. Soleil radieux. Très bien, vous avez noté chez vous. Idem pour la deuxième forme, le triangle. Quel objet? Quel animal? Quelle chose? Pyramide. Une pyramide. Et vous, Fabrice? Ah oui, il faut que je donne un adjectif. Un adjectif. Éveil. Éveillé, donc. Une pyramide éveillée. Oui. Ouais, pour Qui moi, renvoie c'est- à l'éveil, qui est Voilà, c'est éveillante, ça. entre guillemets. Oui, pourquoi pas? Fabrice? Ah là là, c'est pas facile. Je dirais, moi je sais pas pourquoi, je me dirais rouge et je verrais un oiseau. Ah, vous voyez un oiseau. Un Le oiseau bec d'un rouge. oiseau. Ah, Oui. le bec d'un oiseau, donc, qui est rouge. Voilà, comme ça. Ah, c'est mignon. Bon, on enchaîne avec l'escalier. Enfin, c'est une sorte d'escalier. Qu'est-ce que vous voyez, Karine, et comment le décririez-vous? Ce que je vois, Oui, c'est quoi que vous voyez, là, ces petites marches? bah, c'est une... Bah, ce sont des escaliers. Ah, c'est très clair, c'est un escalier. Là, on est coincé. Hein, vous nous avez dit, on est ascension, coincé. hein. Ascension. Oui. Ah, oui. Là, vous séchez. Je sèche. L'hypersensible que vous êtes ne voit pas Escalier. une orchidée, là. Non, escalier qui va au ciel. Oh, c'est beau. Ça Alors, on va est un au peu ciel. pareil quand même, hein. Ça monte vers le ciel. Ouais. Alors, la quatrième forme, hein, ce sont les deux lignes Oui. en intersection. Qu'est-ce que vous voyez, Karine? Je vous laisse répondre avant. C'est pas facile parce que Hmm. c'est pas facile. Qu'est-ce que je vois? Moi, je dirais comme ça. Mais alors, Oui, j'avais deux adjectifs. Pour moi, je vois comme le karma. C'est bizarre. Hein. le karma, mais Voilà. c'est un nom, hein, le Et karma. après, je vois transformation. Transformé. D'accord. Alors, chez vous, pareil, vous notez Parce que je pense à toujours. la croix, c'est pour ça. Et- C'est une croix. Et moi, je vois le lien entre l'horizontale et la verticale avec un point au milieu. Et le point au milieu, c'est donc se centrer, se recentrer. Ah, c'est beau.
Très bien. Alors ensuite, l'avant-dernière forme. Ouais. Je trouve très rigolo votre test. Il est Ah, rigolo, génial. hein? On a fait sourire Fabrice. Oui, c'est vrai. Alors, l'avant-dernière forme. Le carré, fenêtre, Une fenêtre Oh, c'est trop beau. Oh là. monde, sur le monde. ouverte, quoi, ouverture. Non, elle n'est pas ouverte, non, elle est pas mais ouverte. par contre, je peux voir à l'extérieur. Transparente. Voilà, c'est une ouverture sur le monde. D'accord. Et vous, Fabrice, que voyez-vous? Et moi, je vois Un Corps- poussin. le corps d'un oiseau. Un poussin. la Terre. La Terre. Oui, c'est la Terre. Parce Ça fait des siècles qu'on la voit plus carrée et plate, la Terre. mais Mais moi, enfin. je vois la Terre. D'accord. Et elle est comment, cette Terre? Elle est solide. Parce que je vois le carré, c'est solide. Donc je vois la solidité, donc ça me fait penser à la Terre. Je sais qu'en régie, tout le monde joue aussi, hein, donc tout le monde note. Vous allez Génial. voir après l'analyse, elle est assez rigolote. Et la dernière, alors ça, je ne saurais pas comment décrire ce 3 à l'envers. Moi, je dirais dunes, des dunes, Les dunes. désert. C'est les bosses d'un chameau. Et elles On est sont pas- on comment, était pas ces loin. bosses? Et elles sont heureuses. Parce qu'elles sont pleines de merveilles. D'accord. J'ai hâte de savoir. Hein. Moi, j'ai un peu peur maintenant. Alors, évidemment, chaque forme renvoie à un élément de votre personnalité ou à d'autres types de personnalités, et on projette des choses. Alors ça, c'est rigolo, on se dit ça marche pas, mais en fait, ça marche assez bien. Le rond va représenter la façon dont vous vous voyez. Soleil radieux, hein, soleil plénitude, de toute façon, vous en avez la couleur, on ne pouvait pas faire mieux. Le Incroyable. triangle va représenter la façon, d'après vous, dont les autres vous perçoivent. Une pyramide ensoleillée. Non, c'est moi ça. Ah oui, pardon, un oiseau rouge. Bah, comme quoi, vous voyez, C'est c'est beau un beau. oiseau rouge. Oh là là, Oui, c'est beau. magnifique. Et vous, Karine, une pyramide ensoleillée. Non, Je j'ai suis pas dit ensoleillé. C'est extraordinaire. Éveillé. Éveillé, pardon. Ah, c'est ça. Oui, je suis dans C'est le soleil. extraordinaire. C'est extraordinaire, une pyramide Parce éveillée. que l'oiseau rouge, dans la tradition tibétaine, c'est le symbole de la démesure. Donc ça me va très bien. Incroyable. Et la démesure, c'est quand même la caractéristique de beaucoup d'hypersensibles. Bah, vous allez voir, j'ai pas terminé avec vous. Et la pyramide éveillée, pour vous, c'est quoi? Ah, mais c'est bien une pyramide éveillée. La pyramide, déjà, elle permet à la dépouille du pharaon, qui est déifié, d'atteindre l'au-delà. Donc en fait, on est sur la vie éternelle, la connaissance suprême, la Bon, bah super alors. représentation, Allez, on continue alors. l'incarnation, enfin voilà. L'escalier va représenter la façon dont vous voyez la vie. Alors, Fabrice, donc vous, cet escalier, vous gravez, vous fait monter vers le ciel. Vous êtes sur quelque chose de complètement infini. Karine, vous avez ascension comme mot. Ouais. Bah, ça, c'est C'est la pareil. vie telle que vous la voyez. Ouais. La croix va représenter la façon dont vous voyez votre spiritualité. Incroyable. L'horizon centré, le karma transformé, J'ai dit transformation et karma. transformation et karma. Incroyable. Incroyable. Et vous? Bah, l'horizontal et le vertical et le fait de se recentrer, de trouver vraiment son centre Bah, c'est propre. ça. Incroyable. vrai. Comment voyez-vous votre famille? Tout ça, c'est dans le carré. Alors, solide, terre, ça c'est vous. Ou Karine, une fenêtre transparente Sur le monde. sur le monde. Est-ce que la famille, faudra creuser, hein, c'est un moyen d'explorer d'autres univers. C'est fou. En même temps, comme vous avez des Incroyable. origines diverses et variées, C'est vrai, c'est peut-être vous êtes possible. ouverte sur le Ouais, monde, ouais, ouais. grâce à votre famille C'est vrai. et à vos gènes. Et j'embrasse ma mère. Et enfin, ce M, ces fesses sensuelles, vont représenter la façon dont la personne voit sa sexualité. Alors, comme des bosses d'un chameau et heureuse, comme Plein de une trésors, dune. j'ai dit plein de trésors. La dune du désert. Bon, allez, On s'est bien amusé. on s'est bien amusé. Allez, merci Karine. beaucoup. À bientôt. On va revenir, c'est très drôle. Fabrice, j'entends rire en régie d'ici. Moi aussi. Fabrice Midal, alors on va revenir quand même sur votre livre qui donne accès à l'hypersensibilité. Et merci parce qu'il va aider beaucoup de monde à soit se connaître, à connaître son entourage et pour aussi un mieux vivre ensemble. On y trouve beaucoup d'exercices, de clés pratiques, vraiment pour apprendre finalement à éveiller tout ce plein potentiel qu'on a en soi. Et vous donnez donc des exemples. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne justement, puisque l'hypersensible a tendance à surréagir aux émotions, aux événements. Alors peut-être que vous allez me dire, ma question c'était, je suis face à une injustice, alors soit j'ai peut-être piqué une colère, ou alors je vais me recroqueviller dans mon coin, ou alors pleurer. Est-ce que pour vous ça c'est être hypersensible? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous donner des clés très concrètes pour justement arriver à ce moment-là à se canaliser?
Est-ce qu'il faut se canaliser? Vous êtes hypersensible, vous sentez beaucoup de choses. Bah, Au fond, les si hypersensibles, oui, mais les hypersensibles sont ceux qui n'acceptent pas l'injustice. Les gens qui ont lutté contre l'esclavage étaient des hypersensibles. Les gens qui sont engagés contre les injustices, c'est des hypersensibles. Les gens qui aujourd'hui s'engagent pour défendre le climat, c'est des hypersensibles souvent. C'est des gens qui ne supportent pas, qui sont hantés. Ils voudraient bien peut-être des fois lâcher, mais ils sentent tellement la souffrance, la violence, l'injustice, que ça les taraude. Donc moi je dirais, le problème il n'est pas là, le problème c'est il faut faire quelque chose de son hypersensibilité. Mon message principal, et ça dans mon livre, et je fais pas mal de cours aussi en visioconférence que les gens peuvent voir, et ce que j'entends, ce qui aide le plus les gens, c'est l'idée que vous avez un trésor, si vous en faites rien, ça va se retourner contre vous. Mais si vous en faites quelque chose, ça va vous donner des ailes, ça va vous permettre de faire des choses. Et c'est pour ça qu'à un moment dans le livre, je donne comme exemple d'hypersensible Spider-Man. Je dis Spider-Man, c'est l'exemple de l'hypersensible. Ah mais là, vous squeezez vous allez trop vite pour moi. Mais ça éclaire la question. Donc, si j'avais en plus un test pour François sur ça. C'est vrai? Non, je plaisante. Je peux y aller? Ça vous ennuie? Oui, mais par contre, j'aimerais bien qu'on reste sur comme toutes les questions au fur et à mesure. Oui, mais parce que vous voyez, je parle de Spider-Man, je parle de Spider-Man, parce que Spider-Man, il est un peu bizarre à l'école, il fait qu'1m75, il ne peut pas jouer au football américain, il ne se sent pas très bien. Il a un don qui est symbolisé par le fait qu'il a le don de l'araignée. Et au début, il est gêné par son don. Oui. Il le cache. Il le cache, il veut rien en faire. Et quand ses parents sont morts et ses parents d'adoption, son oncle est assassiné, à ce moment-là, il se rend compte qu'il aurait dû faire quelque chose. Et il comprend un don important, responsabilité importante. Et c'est ça, vous voyez, c'est la réponse à votre question. L'hypersensibilité, il doit faire quelque chose. Comme il sent les choses. Il sent les choses, donc il doit faire quelque chose. Oui, non, comme Lucky Luke. Après, on pourrait parler de tout. Mais disons, prenons juste cet exemple-là. Ce qui est intéressant d'entendre, d'abord, j'aimais bien donner quelque chose de positif sur l'hypersensibilité, parce que quand on l'est, souvent, on a souffert. Et je voudrais montrer qu'on peut en faire quelque chose. Mais c'est l'idée, il faut faire quelque chose. Parce que quand on pense, par exemple, un grand cuisinier, s'il n'est pas hypersensible, il ne sera pas très bon. Un grand vigneron, s'il est hypersensible, il n'ira pas très, très loin. Un prof, s'il n'est pas hypersensible, il va beaucoup moins sentir ses élèves. Un médecin, s'il n'est pas hypersensible, il sera beaucoup moins capable d'être avec ses patients. Donc, dans beaucoup de métiers, les gens ont dû développer une forme d'hypersensibilité. Donc, votre hypersensibilité, c'est aussi un don. Si vous en faites quelque chose. Si vous en faites rien, ça va vous ronger. Mais si vous en faites quelque chose, ça va vous donner des informations sur le monde. Oui, mais d'accord, mais en fait, je pensais que vous alliez me parler aussi de l'ancrage, parce qu'il y a tout un chapitre là-dessus qui est génial, et de vous parler de votre ami François Rostand, qui a une méthode très efficace et très pratique, pour justement, dans ces moments-là, quand on a tendance un peu à surréagir, eh bien, un trop-plein d'émotions, c'est vrai que si on était... parfois, si j'étais en colère, comme je préfère me consumer intérieurement, plutôt que de balancer comme ça... Mais... Disons, vous avez raison, il y a plein de petites techniques qu'on peut faire, mais l'idée principale, c'est ne vous sentez absolument pas coupable d'être comme vous êtes. Ça, c'est vraiment central. Après, oui, je trouve que c'est très aidant de s'ancrer, de trouver une manière de se poser vraiment. Non pas pour rejeter, pour se calmer, mais simplement pour être avec ce qu'on sent. De vraiment sentir ce que l'on sent, d'explorer ce que l'on sent. Et ça, c'est un peu paradoxal, parce que on a l'idée, quand on sent trop, qu'il faudrait rejeter ce qu'on sent trop. Au contraire, il faut essayer d'entendre ce que ça nous dit. Parce que c'est comme des informations. Si on n'écoute pas, ça ne va pas aller. Si vous êtes en colère, la colère, elle vous dit quelque chose. La colère, elle n'est pas idiote. Elle vous dit, il y a un truc qui ne va pas. Et en général, la colère, elle vous dit, il y a un truc que tu sens qui n'est pas juste. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas d'exploser de colère et faire du mal aux autres. Mais il ne s'agit pas non plus de dire, je me calme, je ne sens pas ma colère, parce qu'elle vous dit quelque chose. Si vous ne l'écoutez pas, elle va revenir. Elle va vous consumer d'une autre manière. Et elle a quelque chose à vous dire. Bien entendu. Mais là, par exemple, je suis au téléphone avec, je sais pas moi, un opérateur, ça se passe mal. Là, il y a le wasabi qui monte au nez, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là pour rester quand même bienveillant? C'est clair. On essaye de rester bienveillant. Ancrage. Alors, c'est quoi l'ancrage? On se pose. On se pose pour de bon. Mais en même temps, on accepte qu'on sent les choses. Si on accepte, on est beaucoup moins agressif. Parce qu'en fait, on a beaucoup de mal à accepter ça. Que le fait d'accepter pour de bon que je suis submergé, vous n'allez pas vous énerver autant. C'est génial. Vous acceptez que vous êtes submergé, vous acceptez que vous n'êtes pas parfait, vous acceptez que vous n'êtes pas un robot. Parce que le message qu'on entend, le message social, c'est soyez un robot, n'ayez pas d'état d'âme, soyez juste purement comme des machines. Et donc, quand vous êtes hypersensible, vous n'y arrivez pas. Et donc, c'est fou comme on s'en veut.
Et d'ailleurs, est-ce que c'est ça justement la définition de l'ancrage? On l'entend beaucoup dans le développement personnel, ce terme-là, mais finalement sans véritablement comprendre ce que c'est l'ancrage. Et vous dites que c'est quand même la clé pour les hypersensibles, l'ancrage. C'est la clé de trouver un espace de sécurité dans lequel on peut se poser. C'est ça l'ancrage? Ça, c'est l'ancrage. Vous êtes dans un espace de sécurité qui permet de vous poser, qui permet qu'il y a de la place pour accepter le désordre de l'intensité émotionnelle. Donc, vous vous posez. Donc ça, après, il y a plein de manières différentes. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir par terre, vous pouvez vous allonger, mais c'est l'idée que vous posez vraiment, pleinement, là où vous êtes. En fait, vous passez par une telle acceptation et un amour pour vous. Et vous acceptez corporellement d'être là. Parce que sinon, on est un peu submergé. Voilà. Donc, on a moins peur, parce que quand on est hypersensible, on a fini par avoir peur de l'intensité de nos émotions. Donc, il faut trouver cette sécurité qui fait que mais non, ça vaut la peine d'explorer sa sensibilité. C'est un don absolument incroyable. Vous avez un don incroyable. Alors, vous décrivez également l'hypersensible amoureux. Alors, il est transi par 4 émotions que vous appelez les 4 merveilles. Est-ce que vous voulez bien nous les décrire? Complètement, j'ai oublié. C'est vrai? Oui. Bon, alors, racontez-nous en tout cas. Alors, même si vous n'avez pas les 4 dans l'ordre, quand même, l'amoureux hypersensible ne va pas vivre l'amour comme quelqu'un de peut-être raisonnable, pragmatique. Vous êtes plus raisonnable. Oui, je suis assez raisonnable. Je suis même un cactus un peu en amour, mais quand même hypersensible. C'est important, le fait d'être... parce que pour tous ceux qui nous regardent... L'intensité amoureuse, le fait d'être bouleversé, d'être touché, au fond, il aime bien ça, l'hypersensible. C'est ça qu'il faut faire attention. Des fois, c'est trop, mais ce trop, des fois, c'est extraordinaire. Vous vous sentez dans l'intensité amoureuse, dans l'intensité... Mais aussi, ça peut être aussi l'intensité de l'amitié, l'intensité... mais vous avez besoin de cette intensité, elle ne vous fait pas peur. Et du coup, vous avez la possibilité de vous réconcilier avec l'intimité. Quand vous acceptez votre... Tout devient magique, ça passe par tous les sens, sans filtre. Mais vous savez que si vous... Parce que vous sentez l'autre, donc vous avez du bonheur et de la curiosité. Les hypersensibles ont une grande capacité d'écoute et de curiosité. Ça les intéresse. Ça les intéresse d'être avec l'autre. Donc évidemment, il y a une jubilation profonde. Alors qu'on entend souvent, non, calme-toi, vas-y au fur et à mesure, ouvre bien les... Alors que l'hypersensible a tout donné tout de suite, sans filtre, etc. Alors justement, c'est assez magique ce que vous racontez, en tout cas pour l'hypersensible qui ressent ça. Mais pour son partenaire qui ne le serait peut-être pas, ça peut faire un peu peur. Quel est le conseil que vous donneriez à l'un et à l'autre? C'est épuisant, non? C'est épuisant pour vous? C'est épuisant. Pour les deux. Qu'on vous dise oui, c'est épuisant. tout le temps, c'est épuisant, c'est épuisant, mais c'est vivant. Et donc, beaucoup de gens sont quand même heureux d'avoir une relation avec quelqu'un qui est aussi vivant et qui enchante la vie. Parce qu'au bout d'un moment, à force de vouloir tout contrôler, les choses deviennent comme dans un tunnel. Et donc, il y a quelque chose qui s'émousse. L'hypersensibilité a une capacité à faire que les choses soient très vivantes. Mais alors, attention, 2 personnes hypersensibles, ne croyez pas que ça va aller forcément bien. Parce que 2 personnes hypersensibles, ils n'ont pas forcément la même hypersensibilité aux mêmes choses. Ouais. Donc il y a des hypersensibles qui sont hypersensibles à certaines choses et ils ne comprendront pas tout de suite que l'autre est hypersensible. Vous pouvez avoir compris un peu votre hypersensibilité et pas forcément comprendre celle d'autre parce qu'il est hypersensible à d'autres choses. Il aura besoin de plus d'empathie sur tel autre domaine de sa vie. Donc c'est pas... c'est intéressant d'explorer l'hypersensibilité et d'arriver à parler à l'autre pour qu'il l'explore et qu'il vous dise qu'est-ce qui est pour lui son hypersensibilité. C'est ça, parce que, et le dialogue, alors là, peut changer la vie. La personne va se reconnaître parce que j'ai une de mes amies qui est hypersensible et qui nous regarde là ce matin. Et donc, je vous pose cette question parce que je sais que ça a fait partie aussi de sa vie. Elle se sent incomprise et peut-être trop par rapport à son partenaire qui serait peut-être plus comme François. Et comment faire alors pour que ça soit harmonieux? Est-ce qu'il faut lui dire, il faut lui donner le livre? Ah oui. Lis-le, comme ça, moi, tu vas bien me comprendre. Le nombre de couples qui m'écrivent et qui me disent que ça... Alors racontez-nous ça. Non, mais il y a plein de gens qui me disent je ne comprenais pas... mon boulanger est un type hyper sympa, donc je lui ai donné mon livre, parce que comme ça on discute un peu de temps en temps, et après il m'a envoyé un message, il me dit je ne sais pas comment c'est possible que vous compreniez mieux ma femme que moi. Et parce que d'un seul coup il comprenait, mais en la comprenant, ça permet d'avoir plus de tendresse et d'affection. Je pense que souvent le problème c'est qu'on ne comprend pas, c'est ça. Et est-ce que l'hypersensible n'a pas aussi à comprendre l'autre et à faire des efforts? Est-ce que c'est pas dans les deux sens? Non, si bien sûr.
Si, et là, je vais un conseil qui m'a sauvé la vie. Oui. C'est quand vous êtes hypersensible et que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas hypersensible, vous pouvez être extrêmement heurté. Vous pouvez trouver que des fois, vraiment, il est trop froid, il ne vous a pas dit bonjour, vous êtes au bureau, il ne vous a pas dit bonjour. Film. Vous dites, je ne veux plus jamais le voir, il ne m'a pas dit bonjour, je compte pour rien pour lui. Vous sentez, ou moi j'ai un ami que j'aime énormément, qui est très proche, j'espère qu'il ne va pas écouter l'émission. Quand, pendant 10 jours, il ne m'appelle pas, je me dis, je compte plus pour lui, ça n'a plus aucun intérêt, je ne vais plus jamais l'appeler. Donc je suis pris dans ce mécanisme. Donc maintenant, ce qui m'aide, c'est non, je sens ça, ce n'est pas parce que je sens ça que c'est vrai. Je fais la différence entre moi, je sens que je me sens qui tient pas, qui m'a pas dit bonjour et que c'est froid, mais c'est pas du tout. Je transcris, non, il m'a pas dit bonjour juste parce que il est occupé par autre chose, il m'appelle pas parce qu'il est pris par autre chose, et donc j'arrive en réfléchissant, à remettre les choses en ordre. À se mettre à la place de l'autre, Voilà. en fait, finalement. Et d'arriver... Tout en s'écoutant. Ce que je sens, c'est vrai, mais c'est pas parce que je le sens que c'est forcément vrai. Je le sens, je l'accepte, mais je peux des fois me tromper parce que j'ai tendance à tout prendre à fleur de peau. Et donc c'est vrai qu'il y a certains hypersensibles qui, n'ayant pas vu ça, ont tendance à se trouver très isolés parce qu'ils ont l'impression que les gens ne répondent pas avec assez d'intensité à ce qui est essentiel pour eux. Et donc il faut accepter les gens, voilà. Il y a des gens, ils sont... il y a des gens, ils ne sont pas particulièrement chaleureux, ce n'est pas leur souci. On peut se débrouiller quand même. Et alors après, comme hypersensible, si je peux juste finir, comme hypersensible, là, Les hypersensibles sont bavards, Karine. quand je me suis un peu calmé, mais pendant longtemps, j'essayais désespérément de toucher tous les gens à qui je parlais. Même le type qui vous vend un truc au téléphone, Oui. mon objectif, c'était qu'est-ce que je vais faire pour le toucher et créer un lien un peu intime. Ce qui est un peu absurde, mais... Alors, pour vous, en résumé, quel serait véritablement le critère qui définirait l'hypersensible pour tous ceux qui nous regardent? Et d'ailleurs, alors du coup, est-ce que ça existe véritablement, un écorché vif? Non, en fait, ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut dire, non, il y a les écorchés vifs et il y a les hypersensibles? Écorché vif, c'est peut-être la manière dont on parlait des hypersensibles avant d'avoir toutes les recherches sur les neurosciences qui permettent de le comprendre. Et moi, que je voulais... Et la qualité? Oui, et ce que je voulais faire absolument dans mon livre, c'est vraiment donner un mode d'emploi aux gens. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'enquêtes auprès de différents neuroscientifiques pour donner vraiment des conseils et donner le mode d'emploi. Parce qu'au fond, quand on a le mode d'emploi, on peut savoir comment faire. Ou si on a la carte de géographie, on sait comment se déplacer. Or, le pays de l'hypersensible est un pays un peu singulier, donc il faut avoir la carte de géographie. Je crois que c'est surtout ça qui est absolument essentiel. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Quel serait, allez, si on devait déceler le critère le plus flagrant chez les hypersensibles? Trop. Parce qu'il y a des hypersensibles qui ne sont pas empathiques, par exemple. Ça peut ne pas se manifester comme empathie, mais eux, ils sentent intensément les choses. Alors après, vous pouvez sentir les choses et vous interdire de les sentir. D'accord. Vous pouvez vous couper de ça. Mais vous avez une intensité d'information qui vous submerge. Les choses ont un fort impact sur vous. Vous n'êtes pas... L'hypersensible est le plus loin du robot. Voilà ma définition. Et c'est un peu en substance ce que disait Elaine Aron. Oui, vous dans ces l'appuyez à questions. votre... Non, elles sont négatives, mais c'est en fait ce qu'elle tente de décrire. Mais c'est vrai que c'est plus humain la façon. En fait, il fallait renverser juste les questions, mais sinon c'est très positif, c'est très concret, pourquoi pas. Et du coup, j'ai perdu le fil, mais je voulais vous demander quelque chose par rapport à l'hypersensibilité. Bon, je reviendrai après dessus. En tout cas, donc on parlait des super-héros, on parlait. Ah, c'est ça que je voulais dire juste avant. Finalement, l'hypersensible passe toute sa vie à essayer de se faire accepter des autres, alors qu'il devrait s'accepter lui-même. C'est ça, non? Et quand il veut être accepté des autres en s'empêchant d'être lui-même, et ça marchera jamais. C'est ça. Donc autant s'accepter comme il est. Et il va voir que la vie est beaucoup moins difficile. Et ça, beaucoup de gens me disent, mais si je suis hypersensible et que je le montre, les gens vont me rejeter. Ce n'est pas grave, c'est pas si vrai. C'est souvent nous-mêmes qui ne nous acceptons pas, projetons sur les autres qui ne vont pas nous accepter. Moi, je suis hypersensible, même un peu extrême. Franchement, ça ne me pose aucun problème, même dans ma vie professionnelle. Mais ça m'a demandé de faire ce travail que j'essaie de montrer dans le livre, de se comprendre, de s'accepter, et ces petits trucs qu'on a décrits dans l'émission qui permettent de s'ajuster au monde. Alors, je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais en revanche, je voudrais quand même revenir sur un des chapitres. Alors, je ne pouvais pas passer outre, parce que vous l'avez titré, c'est un des derniers chapitres, le trop
qui fait du bien. Alors, c'est quand même notre marque de fabrique, hein. Donc, j'étais obligée de vous donner la parole et de conclure sur ce chapitre. Le trop qui fait du bien. C'est génial, non? Oui, c'est le trop qui fait du bien, c'est ça, c'est cette intensité qui vous nourrit au fond, qui vous nourrit, qui nourrit le monde. Et ma conviction, c'est que c'est les hypersensibles qui vont changer le monde. C'est les hypersensibles qui vont faire la différence, parce que c'est les hypersensibles qui disent là, ça ne va pas. Moi, je préfère être soigné par un médecin hypersensible qui va me comprendre et qui va vouloir m'expliquer. Je préfère parler à la poste avec un postier qui soit hypersensible quand j'ai un problème. Je préfère faire une émission de télévision avec une journaliste qui soit hypersensible. Ça Le change chroniqueur vraiment la aussi. chose. Ça change aussi. Donc, c'est ça. Ça vaut la peine de réhabiliter l'hypersensibilité et comprendre qu'au lieu de s'en vouloir, il faut réussir à en faire une force. Et c'est possible. Et Spider-Man l'a fait, en fait. Et quelle a été la clé? Parce que vous dites que c'est super. D'ailleurs, vous parlez aussi de Lucky Luke. Et finalement, c'est déployer tout ce potentiel, ce plein potentiel. Lucky Luke, c'est génial, non, parce que Lucky Luke, il dit tout le temps à la fin de tous les épisodes « I'm a poor lonesome cowboy ». Et donc, c'est vraiment la phrase de l'hypersensible. Et on le voit, il aime bien être seul. Vous la traduisez, François? Je suis un pauvre cow-boy solitaire. Ben, un pauvre cow-boy solitaire, c'est quand même et il a besoin de solitude, mais ça ne l'empêche pas d'agir. Il a le sens de ceux qui souffrent. Il est très empathique, mais ça ne l'empêche pas de prendre ses responsabilités, de parler avec le président américain dans certains épisodes et de faire plein de choses. Et en français dans le texte, Proust, je crois, était À hypersensible. Proust, c'est extraordinaire. Ah bah oui, vous en parlez dans votre livre et c'est formidable ce que vous dites d'ailleurs sur Proust. Mais il ne reste plus de temps. Hein. Il faudrait faire plein d'émissions en fait. Ou alors vous venez prendre un café à la maison et on continue ensemble. Parce que j'ai Ça va. plein de questions à vous poser encore. Les gens auront la possibilité de lire mon livre, de faire des... Exactement. Bah, tiens, en parlant de votre livre, Suis-je hypersensible? Un bouquin que j'ai adoré, que j'ai envie d'offrir à certains membres de ma famille et aussi de mon entourage. Et ben voilà. Je vous l'offre, François. Merci. Voilà, comme ça vous allez peut-être vous découvrir aussi. Merci, Fabrice Midal, d'être venu ce matin. C'était passionnant. Je voulais vous dire aussi que j'aimais beaucoup ce que vous faisiez sur les réseaux sociaux. Hein. On voit beaucoup de vidéos, etc. Vous donnez plein de clés pratiques et gratuites sur des plateformes. Donc je vous suis aussi. C'est comme ça que je vous ai découvert. On termine tout de suite par... eh bien, on a un petit rituel. On a donc des téléspectateurs qui nous envoient des phrases d'un auteur célèbres et ils marquent donc leur département, leur prénom et donc on pioche et c'est la petite phrase qui fait du bien. Wow. Allez-y. Alors, Allez-y François. Allez-y. être heureux, ce n'est pas tout avoir, c'est n'avoir besoin de rien d'autre. Proverbe chinois par Sophie qui vient de Lille. Merci. Être aimé, c'est plus qu'être riche, car c'est être heureux. Jean Simard par Éric de Brest. Il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un. Qui parlait du désert. Victor Hugo, quand même, c'est formidable. Merci infiniment. Ah oui, je voulais aussi souhaiter une bonne fête à toutes les grands-mères qui nous regardent ce matin. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Vous allez voir, c'est passionnant. Hein. On va partir pour un voyage multiculturel en Égypte, en Inde, en Chine. On va explorer l'Antiquité, ses symboles mythiques, le caducée, l'arbre de vie, pour mieux comprendre leur sens et les exploiter dans notre quotidien. D'ici là, eh bien, on vous souhaite à tous de vous faire du bien. Merci Fabrice. Merci. Merci encore François. Merci beaucoup. Ah, tu vas adorer. Bah, vous pourrez en plus...